Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis doctorante à l'Université de Vienne, à l'Institut d'études anglaises et américaines. Et aujourd'hui, je suis là avec Marion Koumel, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université de York au Royaume-Uni. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des pratiques pédagogiques pour enseigner l'anglais à l'école élémentaire dans de différents pays en Europe. Et donc maintenant, je passe la parole à Marion qui va vous présenter la première partie de cette intervention. Donc tout d'abord, voici une vue d'ensemble de ce dont on va parler aujourd'hui dans cette présentation. Alors en premier lieu, on va vous décrire les recommandations des gouvernements des différents pays auxquels on s'intéresse en ce qui concerne l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire à travers l'Europe. Ensuite, on vous fera une petite présentation de l'étude, donc sa méthodologie. On dressera également le portrait des enseignants qui ont répondu à notre étude. Et enfin, on discutera les résultats. Et alors avant de commencer, ce que je veux souligner ici, c'est que nous sommes donc des chercheuses scientifiques et le but de cette présentation aujourd'hui n'est pas tant de vous donner des recommandations sur comment enseigner l'anglais, mais plutôt de vous dresser un panorama de ce qu'on a pu observer grâce à notre étude et de vous donner peut-être aussi un petit panorama de ce que la recherche dit en termes d'enseignement de l'anglais. Donc tout d'abord, voici un panorama de l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire à travers l'Europe. Sur cette carte, on a entouré en rouge les pays auxquels on s'intéresse dans le cadre de notre étude. Et donc, on va essayer de recruter des enseignants de Suède, de Finlande, d'Autriche, de France et d'Espagne. Sur cette diapo, vous pouvez tout d'abord voir qu'il y a des différences entre les pays en termes d'âge auquel les enfants vont à l'école élémentaire. Donc en France, en Autriche et en Espagne, c'est très similaire. Les enfants à l'école élémentaire ont entre 6 et 10, 12 ans. En Finlande et en Suède, cependant, ils ont entre 7 et 15 ans. En termes de formation des enseignants, ce qu'on demande en France, en Autriche, en Finlande et en Suède aux professeurs, c'est d'avoir un niveau master, alors qu'en Espagne, avoir un niveau licence suffit. Sur cette troisième ligne qu'on vient d'ajouter, ce qu'on inscrit, c'est à partir de quel âge il est obligatoire d'enseigner une langue étrangère à l'école. Et donc en France, en Autriche, en Espagne et en Finlande, on est à 6-7 ans, alors qu'en Suède, ça commence à l'âge de 9 ans. Enfin, ici, ce qu'on a rajouté sur cette ligne, c'est la taille des classes en moyenne à travers chaque pays, donc le nombre d'élèves moyens par enseignant. Et là où les groupes semblent être le plus petits, c'est en Autriche, puisqu'on est à autour de 18 élèves par classe. Et là où les groupes semblent être les plus larges, c'est en France, puisqu'on est autour de 23 élèves par classe. Sur cette ligne, on a les recommandations en termes de nombre de minutes par semaine pendant lesquelles on recommande aux professeurs d'enseigner l'anglais à leurs élèves. Et alors ces recommandations diffèrent entre les pays et on peut voir qu'en Finlande et en Suède, on recommande seulement entre 20 et 30 minutes d'anglais par semaine, alors qu'en Espagne, c'est là où on recommande, où on a une recommandation la plus large puisqu'on est entre 2 et 3 heures d'anglais par semaine. Et en France, on est en fait un petit peu au milieu puisqu'on est à 1h30 par semaine recommandée. Ce qu'on liste sur cette dernière ligne, c'est à quel point on s'attend à ce que les élèves soient exposés à l'anglais en dehors de l'école. Et donc, il est fort probable que les élèves suédois et finlandais soient beaucoup plus en contact avec l'anglais au quotidien, en dehors de la classe, alors qu'on s'attend à ce que ce soit beaucoup moins le cas en France et en Espagne. Et pour l'Autriche, on s'attend à ce que ce soit au milieu, en fait, entre la France et l'Espagne d'une part, et la Finlande et la Suède d'autre part. Passons maintenant à une présentation de notre étude. Et tout d'abord, par cette carte-ci, on souhaite souligner que pour aujourd'hui, on va seulement pouvoir vous parler de la Suède, de l'Autriche et de la France, puisqu'on n'a pas encore collecté de données pour l'Espagne et la Finlande.
En termes de méthodologie, ce qu'on a fait donc, c'est qu'on a créé un questionnaire en ligne qu'on a envoyé aux professeurs ou à des professeurs en France, en Autriche et en Suède. Et dans ce questionnaire, on a inclus des questions sur le profil des enseignants, leurs pratiques pédagogiques, le matériel qu'ils utilisent pour enseigner l'anglais, à quel point ils sont exposés eux-mêmes à l'anglais en dehors de la classe, ainsi que leur motivation. Alors sur cette première diapo, on souhaite vous présenter les enseignants qui ont répondu à notre étude. Et donc tout d'abord, vous pouvez voir qu'on a plus de personnes qui ont participé pour le moment en France et en Autriche, où on a 115 et 120 professeurs qui ont répondu à l'étude, alors qu'en Suède, pour l'instant, on est à mi-chemin puisqu'on a des réponses de 65 professeurs. En termes d'âge, les professeurs qui ont répondu à l'étude ont en moyenne 44 ans à travers les pays. Et enfin, sur la dernière ligne, on liste depuis combien d'années ces enseignants enseignent en école élémentaire. Et donc, en Suède, ils ont en moyenne 12 ans d'enseignement, 15 ans d'enseignement en moyenne en France et 17 en Autriche. Donc, vous pouvez voir que, en gros, ce sont quand même des enseignants qui sont assez expérimentés. Et sur cette diapo-ci, on souhaite vous en dire un petit peu plus sur l'enseignement de l'anglais. Alors tout d'abord, on a demandé aux professeurs de nous indiquer le temps moyen qu'ils dédiaient par semaine à l'enseignement de l'anglais. Et vous pouvez voir qu'en Autriche, on était à 56 minutes par semaine, en France à 1h20 et en Suède à 1h45 d'anglais par semaine. Ensuite, on leur a demandé de nous indiquer combien d'élèves ils avaient dans leur classe. Et c'est en Autriche qu'on a les plus petits groupes, puisqu'on est à 16-17 élèves par classe, alors qu'en Suède et en France, c'est à peu près équivalent, on tourne autour de 22 élèves par classe en moyenne. Enfin, sur la troisième ligne, on a demandé aux professeurs aussi s'ils faisaient de l'EMIL, donc s'ils enseignaient d'autres matières que l'anglais en anglais. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des différences assez claires entre les pays, puisque en France et en Autriche, entre 45 et 47% des répondants ou des participants à l'étude ont déclaré qu'ils faisaient de l'EMIL, alors qu'en Suède, seulement 11% des enseignants ont dit qu'ils faisaient de l'EMIL. Et enfin, sur la deuxième ligne, dans cette ligne, ce que vous pouvez voir, c'est que ces enseignants donc, qui font de l'EMIL nous ont indiqué, sur le temps total d'anglais qu'ils enseignent par semaine, quelle est la proportion de temps qu'ils dédient à l'EMIL, et donc on est à 16 et 11% respectivement en France et en Autriche, et à 20% du temps en Suède. Enfin, sur la dernière ligne, on souhaitait vous lister et vous montrer un petit peu les niveaux auxquels ces enseignants enseignaient. Et donc comme vous pouvez voir, c'est très hétérogène. En France, on a clairement des professeurs de tous les niveaux, on a aussi pas mal de professeurs qui ont des doubles niveaux. En Autriche, c'est pareil, et donc en fait on a listé ici par classe d'âge pour que vous puissiez comparer d'un pays à l'autre. Donc c'est aussi très varié en Autriche. En Suède, le découpage est un petit peu différent, tout simplement parce que l'école est découpée de manière différente. Et on voit qu'il y a quand même un biais en Suède où la plupart des professeurs enseignaient quand même plutôt à des élèves qui ont 10-12 ans. Donc ça va être un niveau équivalent plutôt au CM1, CM2. On peut maintenant passer aux résultats de l'étude. Donc tout d'abord, on a demandé aux enseignants de nous décrire le type d'activité qu'ils faisaient pour enseigner l'anglais en classe. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une liste de types d'activités possibles que vous pouvez voir sur la gauche du tableau. Et on va passer directement aux résultats. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que les trois pays utilisent à peu près de manière équivalente le fait de parler en binôme ou en groupe, ou de faire en sorte que les élèves écoutent ou regardent du matériel audiovisuel. En revanche, là où les pays diffèrent, c'est que par exemple en France et en Autriche, donc là je regarde le haut du tableau, on demande plus aux élèves de parler sous forme de monologue, donc par exemple de faire des présentations. On leur demande aussi plus d'écouter l'anglais du professeur, et ils font aussi plus souvent des activités où ils écoutent et ils répètent de l'anglais que les élèves en Suède. En revanche, en Suède, les élèves font plus d'activités de lecture en anglais et d'écriture en anglais. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il semble que l'enseignement de l'anglais soit un petit peu plus centré autour du professeur en Autriche et en France qu'en Suède.
Et donc pour expliquer ces différences entre les pays, sur cette diapo, on émet deux hypothèses. Donc tout d'abord, on pense qu'il est fort probable qu'il y ait des grandes différences de niveau des élèves d'un pays à l'autre. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il est fort probable que les élèves suédois soient beaucoup plus exposés à l'anglais en dehors de l'école que les élèves français et autrichiens, ce qui évidemment amènerait à des différences de niveau entre les pays. Une autre différence qu'il semble y avoir aussi, c'est qu'il semble y avoir, des différences de matériel entre les pays. Donc, ce qu'on a fait dans ce questionnaire, c'est qu'on a demandé aux professeurs de nous indiquer à quel type de matériel ils avaient accès pour enseigner l'anglais et pour travailler dans leur classe. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que 81% des enseignants suédois déclarent utiliser au moins régulièrement plusieurs ordinateurs ou tablettes en classe, alors que seulement 10 et 11% en France et en Autriche, 10 et 11% des professeurs faisaient la même déclaration. Donc en fait, il semble qu'en Suède, les professeurs aient plus la possibilité de pouvoir faire travailler les élèves sur tablette ou sur ordinateur de manière individuelle. Et enfin, on a rajouté une petite anecdote sur cette diapo, puisqu'il semble que la France soit le pays où les enseignants utilisent le plus le vidéoprojecteur ou le matériel type TBI, ENI, etc. On passe maintenant à une sorte de question un petit peu différente, puisqu'on a demandé aussi aux professeurs de nous indiquer à quel point ils avaient confiance dans leur niveau en anglais. Et donc, pour faire cela, on a créé une liste d'affirmations que vous pouvez retrouver sur la gauche du tableau, telles que par exemple, il est facile pour moi de parler anglais, je peux discuter en anglais avec des anglophones, ou je peux parler avec un groupe en anglais. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux professeurs de nous indiquer sur une échelle de 1 à 7 à quel point ils pensaient que ces affirmations leur correspondaient ou décrivaient leur situation personnelle. Et donc il semble que les professeurs suédois aient plus confiance ou soient plus à l'aise avec l'anglais que les professeurs de France et d'Autriche. Et enfin, une petite remarque aussi sur cette dernière ligne, il semble aussi qu'enseigner l'anglais soit plus une priorité pour les professeurs en Suède que pour les professeurs en France et en Autriche. Et donc ici, ce qu'on veut dire par là, c'est que on a demandé aux professeurs de nous indiquer à quel point enseigner l'anglais était une priorité pour eux par rapport au fait d'enseigner d'autres matières. Et donc une autre chose qu'on a remarqué et qui rejoint un peu le point que je viens juste de décrire, c'est qu'il semble, et c'était très marqué parmi les professeurs en France, il semble que donc les professeurs d'Autriche et de France se sentent un petit peu moins légitimes ou pensent avoir un niveau plus bas en anglais qui ferait en sorte qu'ils ne soient pas aptes à enseigner l'anglais de manière appropriée. Et donc ici sur cette diapo, on va lister des remarques que les professeurs français ont fait à ce sujet. Donc tout d'abord, un premier enseignant dit « Mes compétences langagières en anglais sont médiocres, prononciation, fluidité et expression de la langue, ce qui rend mon enseignement un peu difficile. » Une deuxième personne dit « L'enseignement de la langue étrangère devrait être fait par un natif. » Une troisième personne dit « Je ne me sens pas légitime, j'ai un accent catastrophique et j'ai souvent peur de mal apprendre à mes élèves. » Et enfin, une troisième personne déclare « On, les familles, l'institution, attend de moi un enseignement de qualité de l'anglais, mais je ne me sens pas à la hauteur ni capable de relever ce défi. » Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi demandé aux professeurs d'estimer leur niveau ou le niveau qu'ils pensaient avoir en anglais en général, sur une échelle de 1 à 10. Et donc là, vous pouvez voir aussi que les Suédois semblent estimer que leur anglais est plus élevé, puisqu'on est autour de à peu près 7,5 sur 10, tandis qu'en France, les professeurs se sont attribués en moyenne une note de 5,5 sur 10 en anglais. Et donc, on souhaitait s'arrêter un petit peu sur ce point parce qu'il nous semble très important et regarder un petit peu ce que la recherche dit à ce sujet. Et donc tout d'abord, il est très important de souligner qu'en fait, la plupart des enseignants d'anglais dans le monde ne sont pas des locuteurs natifs de l'anglais. Et il semblerait que avoir l'anglais pour langue maternelle n'est pas nécessaire pour pouvoir l'enseigner. Il suffirait de seulement connaître les mots et les phrases qui sont utiles dans la classe ou pour mener à bien les activités que l'on souhaite faire.
Et un autre point qui est très important, c'est que surtout en France et en Autriche, les élèves, quand ils arrivent à l'école élémentaire, vont a priori avoir un niveau peu élevé en anglais ou un niveau quasi à zéro, ce qui fait que les professeurs vont forcément avoir un niveau plus élevé et vont être à même de leur fournir un, un anglais qui en fait leur permet de faire des progrès. Et donc ça rejoint un petit peu la théorie de zone proximale de développement, où l'idée c'est que pour faciliter l'apprentissage d'une langue, il suffit en fait de donner du matériel dans la langue que l'on enseigne, qui se trouve un petit peu au-dessus des élèves pour qu'il y ait un peu de difficulté, un peu de challenge, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop élevé parce que sinon ça freinerait l'apprentissage. Et enfin, une dernière chose qu'on souhaitait souligner ici, c'est que on peut aussi, pour de toute manière assurer une exposition riche à l'anglais, recourir à l'utilisation de matériel authentique. Et ce qu'on entend par matériel authentique ici, c'est du matériel dans la langue que l'on souhaite enseigner, qui n'a pas été créé pour les apprenants de cette langue, mais qui est en fait créé pour les enfants dont cette langue est la langue maternelle. Donc par exemple, utiliser des livres en anglais créés pour les enfants anglophones. Donc apparemment, les professeurs d'école en France ont tendance à ne pas se sentir à l'aise dans l'enseignement de l'anglais. Et donc on a vu ça en France, on a vu ça aussi en Autriche, et il se peut qu'on trouverait la même tendance dans d'autres pays encore à travers l'Europe. Donc Marion et moi, on s'est tourné vers la recherche pour créer une petite liste de principes qui semblent essentiels dans l'apprentissage et dans l'enseignement des langues. Donc, tout d'abord, il faut vraiment essayer de créer une atmosphère positive et informelle dans la classe. Et d'autant plus que, selon des données de l'OECD, seulement environ 40% des élèves au niveau du collège se sentent à leur place à l'école. Et donc, si on compare ça à l'Autriche, à la Finlande, à la Suède, là, le chiffre est quand même plus haut, c'est-à-dire à 70 à 80% des élèves qui se sentent à leur place à l'école, au collège. Donc, malheureusement, on n'a pas pu trouver les mêmes données sur l'école élémentaire, mais il se peut qu'on trouverait la même tendance à travers de différents pays. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une atmosphère positive en classe? Tout d'abord, une étude montre que si l'enseignant a une attitude positive, une attitude respectueuse envers les enfants, envers les élèves et emploie l'humour en classe, ça va aider à créer une atmosphère plus agréable pour l'apprentissage selon des élèves qui ont répondu à un questionnaire. Après, il faut aussi encourager les élèves à utiliser la langue. Il faut mettre en valeur leurs progrès plutôt que mettre l'accent sur leurs fautes potentielles. Et la recherche montre aussi que le travail en groupe, le travail en binôme va aussi aider les élèves à s'exprimer plus facilement parce que du coup, dans de petits groupes, c'est plus facile de s'exprimer, c'est une atmosphère plus informelle et en même temps, ça va aussi ça va maximaliser le temps de parole des élèves. Ce qui est d'autant plus important si on considère que en France, les classes, la taille de la classe en moyenne semble quand même assez grande. Et donc tout ça, une atmosphère positive va bien sûr aussi avoir un impact positif normalement aussi sur la motivation des élèves par rapport à l'apprentissage de la langue. Et en même temps, d'autres astuces, d'autres idées pour essayer de nourrir la motivation des enfants serait de donner aux élèves plus souvent des choix. Donc, par exemple, par rapport au thème, par rapport aux activités, et du coup, de lier les activités à leur intérêt personnel. Et donc, ça me ramène au point que Marion a déjà mentionné, c'est-à-dire l'idée d'utiliser du matériel authentique. Et donc, plutôt que d'utiliser du matériel authentique qui n'est plus à la mode, donc des chansons qui sont plus à la mode ou des extraits d'un film qui sont d'un film qui n'est plus à la mode, qui est déjà un peu vieux, ce serait encore mieux d'utiliser du matériel qui est en vogue en ce moment
et que les élèves pourraient éventuellement aussi rencontrer dans leur temps libre. Donc, par exemple, des chansons qu'on peut écouter à la radio ou même peut-être utiliser des documents de des réseaux sociaux de TikTok, par exemple. Et donc, on a aussi demandé aux enseignants qui ont participé à notre étude d'indiquer le pourcentage du temps pendant lequel ils utilisent du matériel authentique en classe. Et donc là, on a trouvé un chiffre assez similaire en France qu'en Suède. Donc là, environ les professeurs d'école utilisent, selon nos données, du matériel authentique en classe pendant 30% du temps, tandis que en Autriche, le chiffre est plus bas. Et puis, on a aussi demandé aux professeurs ou aux participants de notre étude de nous indiquer un exemple d'un matériel authentique qu'ils utilisent en classe. Et donc là, la plupart des réponses dans les 3 pays, c'était des chansons, des livres ou des histoires. Tandis que en Suède, il semble que peut-être l'utilisation de vidéos, de films, des séries et aussi des sites web est peut-être plus courante en Suède que dans les autres pays. Et donc, ce qui semble être plus courant en Suède que dans les autres pays, c'est aussi des situations authentiques où on plonge les élèves dans une des cultures anglophones, par exemple. Donc, là, on avait une réponse d'un enseignant en Suède qui a expliqué qu'il ou qu'elle mettait en place une afternoon tea party, où on sert du thé noir, par exemple, et des biscuits ou des scones. Et puis, il y avait un autre prof qui a proposé une semaine entière en anglais. Donc là, cette prof-là, a enseigné avec peut-être avec les collègues toutes les matières pendant une semaine en anglais et les élèves portaient même des uniformes. Donc ça peut bien sûr être un peu difficile à mettre en place dans d'autres contextes, dans d'autres pays, mais bien sûr qu'on peut aussi adapter de telles situations à une échelle plus petite. Donc effectivement, ces genres de situations-là peuvent créer une atmosphère agréable pour apprendre la langue, pour contextualiser l'apprentissage ou l'enseignement des langues. En même temps, il faut aussi considérer que la plupart des locuteurs d'anglais dans le monde ne sont pas des locuteurs, donc des locuteurs d'anglais dans le monde ne sont pas des locuteurs natifs. Et donc, il est plus probable que vos élèves utiliseront l'anglais avec une personne dont la langue maternelle n'est pas l'anglais non plus. Et donc, pour préparer les élèves à un tel contexte, on peut essayer de créer des contextes dans la classe où l'usage de l'anglais est nécessaire. Par exemple, à travers des projets e-twinning. Donc là, on avait une réponse d'un enseignant en Suède qui a fait des conversations vidéo avec une classe à l'étranger et avait aussi une réponse d'un enseignant en France où la professeure ou le professeur a créé une présentation photo avec les enfants, avec les élèves. Donc là, malheureusement, il n'y avait pas de détails, mais par exemple, on pourrait créer des vidéos où les élèves commentent des photos et donc, on voit cette vidéo ou plusieurs vidéos à une école à l'étranger. Et en retour, on reçoit aussi une vidéo ou plusieurs vidéos. Et donc, cette expérience-là pour les élèves peut être super ou extrêmement reconnaissante s'ils voient qu'ils utilisent la langue dans un contexte où c'est nécessaire pour se faire comprendre parce que l'autre personne ne parle pas le français, par exemple, et que cette communication-là est réussie, que l'autre personne va comprendre la vidéo qu'on a créée et va peut-être même y réagir. Et donc là, on va passer à la lecture et puis en chanson et à la musique. Parce que si vous vous souvenez, on vous a montré un tableau où on voyait que les livres, les histoires et les chansons, c'était des matériels authentiques qui semblent être utilisés le plus souvent dans les 3 pays. Donc là, on a juste mis quelques couvertures de livres qui étaient à mentionner dans notre questionnaire.
par les participants. Donc, on a aussi demandé aux professeurs qui ont participé à notre étude de nous indiquer, de nous expliquer une activité qui va avec le matériel authentique qu'ils ont proposé dans notre questionnaire. Et du coup, Marion et moi, on a choisi quelques-unes des activités qui étaient proposées par les professeurs. Et pour le travail avec la lecture, il y avait une réponse d'une professeure en Autriche qui a proposé de faire écouter les histoires aux élèves avec de différents accents pour, euh, pour les comparer. Et effectivement, on peut parfois trouver plusieurs versions d'une lecture d'un livre sur YouTube avec de différents accents. Et donc, ça va nous permettre de essayer de aider les enfants à prendre conscience des multiples formes de la langue et ça va les sensibiliser à de différents accents. Et bien sûr qu'on pourrait utiliser des versions, des accents, on peut choisir l'accent britannique et américain, mais encore une fois, c'est pas nécessaire que ce soit des lectures avec un accent d'un locuteur natif. Donc ça peut aussi être d'autres accents qu'on peut aborder en classe. Et en France, on a trouvé, dans les données de la France, on a trouvé deux réponses qui proposaient des situations où l'engagement avec la lecture va au-delà d'une lecture purement réceptive. Donc, par exemple, la création d'une frise chronologique ou d'une activité où les élèves doivent remettre une histoire dans l'ordre. Et donc, c'est un engagement actif avec la langue. Puis un autre professeur en France a proposé une activité où les élèves lisent une histoire en la théâtralisant et on peut enregistrer ça si on veut. Et donc la recherche montre que la théâtralisation des histoires ou voilà des histoires, des contes peut aider à mémoriser le vocabulaire. Et en même temps, si on laisse ou si on demande aux élèves de manipuler des marionnettes en même temps, ça peut aussi faciliter l'expression orale parce que du coup, pour eux, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent, mais c'est la marionnette, c'est les marionnettes qui s'expriment et ça peut réduire les appréhensions des élèves. Et pour finir, il y avait une réponse d'un professeur dans les données françaises. Et là, il s'agit d'une confection, illustration d'une histoire similaire à partir d'un livre, d'un conte. Et ça va permettre aux élèves de généraliser les mots qu'ils ont appris, les structures qu'ils ont apprises à d'autres contextes. Donc, ils vont mieux comprendre comment on peut utiliser le nouveau vocabulaire ou de telles structures qu'on a apprises. Et pour finir, on passe aux chansons, à la musique, parce que on a vu que effectivement, donc les chansons sont aussi beaucoup utilisées dans les classes à travers les 3 pays selon nos données. Donc la recherche montre que il semble être plus facile de mémoriser le vocabulaire chanté. Donc la musique peut aider à mieux ou à plus vite apprendre des mots. Et la musique peut aussi, en plus, nourrir la motivation des enfants. Et donc, les activités qui étaient proposées là par les participants étaient similaires à ce qu'on a vu avec la lecture. Donc, on peut remettre en ordre une comptine. On peut aussi inventer une chanson à partir de la mélodie d'une autre chanson. Et donc, voilà, ça, c'était aussi des propositions de la France, qu'on a trouvées dans les données françaises. Et pour finir, on aimerait vous montrer encore deux ressources sur Internet qui nous permettent de combiner le travail du vocabulaire avec la musique, peut-être même avec le mouvement. Donc là, dans les données suédoises, on a trouvé un site web qui s'appelle Lyrics Training. Et là, on peut accéder à beaucoup de chansons différentes si on choisit la catégorie de Children's Music et la langue anglaise. Donc on peut aussi sélectionner et chercher selon les langues. Et donc là, on va voir la vidéo qui va avec une chanson et en même temps, on peut compléter ou
faire un exercice à trous. Donc, par exemple, là, on a trouvé une chanson Imagine de Kids United qui pourrait être intéressant pour vous. Et après, on a aussi trouvé un autre site web qui s'appelle GoNoodle. Et là, on peut accéder à beaucoup de vidéos selon de différentes catégories, selon de différents thèmes. Par exemple, lunch. Et si vous trouvez cette vidéo-là, vous allez voir que ça peut effectivement être un moyen intéressant et motivant certainement pour travailler le vocabulaire de la nourriture. Et donc pour conclure, on peut observer qu'il y a plusieurs similarités qu'on a trouvées entre la France et l'Autriche selon nos données, c'est-à-dire par rapport à la confiance des professeurs, par rapport au type d'activité qui semble être centré plus sur l'enseignant peut-être que sur les élèves, et aussi selon les types du matériel authentique qui semble être utilisé en classe. Après, on a aussi pu observer des différences entre la France, l'Autriche et la Suède. Et donc là, des résultats intéressants des données suédoises. Et je dis ça sans évaluer parce que notre recherche n'a pas pu découvrir quelles sont les méthodes, quelles sont les activités plus effectives que d'autres. Donc, les résultats intéressants de la Suède pourraient être que l'enseignement semble être plus centré plus sur l'élève que sur l'enseignant, que il semble être le cas dans les autres pays. Et puis, on a aussi vu dans des données que les professeurs en Suède utilisent peut-être plus souvent du matériel audiovisuel et mettent peut-être aussi plus souvent en place des situations authentiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On serait ravis de répondre à vos questions. Donc, si vous en avez une, vous êtes les bienvenus de nous envoyer un email. Merci.